Bien le bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode où on lit ensemble le livre de Nicolas Sarkozy, Le journal d'un prisonnier. On a lu les 2 premiers chapitres dans ce premier épisode et là on va s'attarder sur les 2 suivants. Ici il nous dit qu'il ouvre une fenêtre qui donne sur la cour et qu'il remet tout de suite parce qu'il y a énormément de bruit. Enfin je crois que ça donne sur la cour, oui c'est ça. Enfin il entend le bruit qui vient de la cour en tout cas. Et alors là il se demande est-ce que c'est une bagarre, est-ce que c'est des manifestations qui lui sont destinées à lui directement. Il ne sait pas. On lui explique aussi qu'il y a une salle de sport qui est utilisable, mais à la condition qu'il n'y ait aucun autre détenu, et qu'en fait, à aucun moment, il ne peut discuter ou croiser un autre détenu. Donc il va être seul. C'est ça le mot-clé. Et il nous dit « Les consignes étaient claires, je ne pouvais ni ne devais parler ou échanger avec qui que ce soit en dehors des surveillants. Il m'était même précisé qu'étant placé à l'isolement, je ne serais extrait de ma cellule qu'après vérification préalable par l'administration qu'aucun détenu ne se trouvait sur mon passage. Après tant de décennies de rencontres, de contacts humains, d'échanges aux 4 coins du monde, de foules qui m'acclamaient ou me conspuaient, cette cure de solitude imposée ne pouvait m'être que salutaire à condition de réussir à m'y adapter. » Donc voilà, il a l'air un peu de mal le vivre cet isolement, et en même temps je pense que c'est pour sa sécurité. Il le disait aussi avant qu'il était là pour sa sécurité, que ses voisins de cellule c'est des gros criminels, donc je suis en mode c'est peut-être mieux pour lui s'il les croise pas finalement. Mais voilà, il a l'air de ne pas trouver ça très chouette. À mon avis, il ne trouvera rien de la vie en prison très chouette évidemment, c'est quand même la prison. Bon là il raconte qu'en gros il y a une salle de sport qui est mise à disposition et que ce serait un petit peu son moment de bien-être si je puis dire dans cette prison. Qu'il a eu la visite le jour même où il a été incarcéré de Carla, donc sa femme, Carla Bruni. Je dis Carla parce qu'il l'appelle Carla dans le livre. Et que aussi on lui a proposé donc de faire les sorties à laquelle j'allais dire les patients, non. Les prisonniers sont habitués donc d'aller dans la cour, sauf qu'il a dit que c'était grillagé donc ça l'intéressait pas. Et que de toute façon il fumait pas, donc il avait pas besoin de se mettre dans cet environnement-là, entre guillemets, et aussi qu'il y aurait des photographes qui auraient loué des appartements avec une vue qui donnait sur la cour pour avoir des clichés de lui. Donc il veut aussi éviter de se mettre à disposition des photographes, si je puis dire, d'éviter d'être à vue. Et j'ai totalement oublié de rallumer ma lampe pour faire ce petit update. Voilà qui est mieux. Alors, il nous dit ici que concernant la première nuit, il a pu entendre clairement des cris d'autres prisonniers qui étaient des menaces qui lui étaient clairement destinées. Et que pour s'échapper un petit peu aussi de tout ça, il a pu se mettre à écrire, donc à écrire le livre que je suis en train de lire là, Le journal d'un prisonnier, et qu'il a aussi trouvé un exutoire finalement dans la prière, et qu'il a prié pendant de longues minutes, et que ce serait sûrement un recours auquel il ferait appel à de multiples reprises pendant son incarcération. Bon, là, il nous parle du téléphone, donc il y en a un qui a été installé dans sa cellule, comme celle des autres détenus. Il le précise, parce que c'est vrai que s'il l'avait pas précisé, j'aurais eu tendance aussi à croire qu'il n'y en avait un que dans sa cellule. Donc voilà, je me dis, mais quand même, vraiment, est-ce que chaque détenu a son téléphone dans la cellule? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait qui m'a étonnée. Et donc il dit, un téléphone était installé dans ma cellule comme dans celle des autres détenus. Il s'agissait d'un poste fixe. Je devais me tenir debout pour l'utiliser car il était fixé au mur à hauteur d'homme. Son utilisation n'était guère aisée. Personne n'avait la possibilité de m'appeler. Je pouvais le faire, mais uniquement pour des numéros qui avaient été préalablement enregistrés et agréés par l'administration pénitentiaire. Il convenait ensuite de composer pas moins de 10 chiffres qui constituaient autant de codes nécessaires pour obtenir la ligne permettant enfin d'atteindre le correspondant désiré. Un véritable parcours du combattant. Là, je trouve que c'est quand même très dramatique d'appeler ça un parcours du combattant. Voilà, c'est un petit peu procédurier, mais je trouve qu'il y a là vraiment une volonté de dramatiser les choses. Au moins, il a un appel à disposition, il peut appeler, il y a des numéros qui sont préenregistrés. Moi, je croyais qu'il allait dire qu'il veut tout retenir de tête. J'allais dire, on vit à une époque où on ne connaît plus les numéros par cœur, à part le sien ou celui de quelqu'un peut-être de très proche. Donc voilà. Mais non, même pas, ils sont préalablement enregistrés. Donc, en fait, le fait de décrire vraiment chaque étape comme ça, précisément, et de rendre tout dur comme ça dramatise un peu la situation. En tout cas, la situation téléphonique précisément ici, je trouve. Alors là, il parle aussi des visites, du fait qu'1 heure par jour, je crois, le matin, il peut recevoir son avocat, et 50 minutes par après-midi, 3 à 4 fois par semaine, il peut voir sa famille. 3 personnes à la fois maximum, et que donc, il avait vraiment cette priorité des visites sur sa famille, sa femme, ses enfants, plutôt que sur des amis ou des collègues, etc., qui voudraient lui témoigner son soutien. Il s'indigne, il s'insurge aussi du fait qu'il est en prison, que son avocat non plus ne comprend pas, il revient sur plusieurs choses que je ne vais pas citer parce que c'est trop long, mais dans la version livre audio, vu qu'il lit lui-même son propre livre, on le sent qu'il s'emballe à ce moment-là, qui monte dans son texte, si je puis dire. Donc il dit que son avocat est très ému et qu'au moment de partir, il a cette phrase un petit peu dramatique aussi pour toujours marquer l'émotion, susciter l'émotion. Je ressentais physiquement la différence qui existait désormais entre les autres et moi. Il pouvait quitter la prison, moi non.
Je finirai par m'habituer, mais pour le moment, c'était à chaque fois un choc que je devais dissimuler de mon mieux. Même si j'imagine bien qu'être emprisonné, évidemment, et voir les autres tourner à la liberté, ça doit être très très compliqué. Coupable ou non, c'est un autre débat. Alors là, il y a une comparaison assez maladroite avec l'affaire Dreyfus, puisqu'il s'y compare. Et donc il nous dit, certains éditorialistes de gauche ont beaucoup glosé sur la comparaison que j'avais avancée entre l'affaire Dreyfus et la situation que je vivais. Et pourtant, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. L'affaire Dreyfus prospéra sur la base de faux documents. La mienne débuta sur la base du faux de Mediapart, doublé des faux témoignages de Taqiyéline et du clan Kadhafi. Ces faits sont désormais avérés. Dreyfus fut d'abord dégradé devant le front des troupes. On lui retira ses galons et ses décorations. Je fus exclu de la Légion d'honneur devant le front de la nation, sans même attendre l'issue de mon recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais. Certes, je n'ai pas été relégué sur l'île du Diable dans la lointaine Guyane. Sur ce point, j'ai eu bien davantage de chance que lui. Mon crime, aujourd'hui, serait-il de ne pas être de gauche? Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de cet extrait. Je dis voilà comme si on terminait l'épisode, non pas maintenant. Mais oui, je trouve ça un peu fort de café, dirons-nous. Il parle aussi de la deuxième visite qu'il a eue de Carla, où là ils se sont un petit peu amusés à se dire est-ce qu'on est sur écoute, est-ce qu'on est filmé, ils ont pu un peu rire ensemble. Il a fait du sport aussi, donc ça lui a fait du bien. Il s'évadait mentalement, et puis à un moment donné, il parle aussi du fait qu'il n'arrive pas à manger vraiment, à s'alimenter correctement, parce qu'en fait rien ne lui fait envie. Il dit je n'y pouvais rien, donc il parle d'un chef de la prison. Leur chef, un Martiniquais, tout à la fois sympathique, attentionné et rigide, essayait de me raisonner. Avec votre pratique du sport, président, vous ne pouvez pas vous nourrir que de laitage. Je n'y pouvais rien, mais la vision de ces petites barquettes en plastique qui sentaient si fort me soulevait le cœur. Et que dire de la baguette molle et humide qui était proposée chaque jour au moment du déjeuner. Ne voulant pas gâcher cette nourriture en la jetant, je préférais refuser. On ne pourra pas dire que mon alimentation fut très équilibrée ou saine durant mon séjour à la santé. Donc oui, un peu ironique avec le nom. Donc voilà pour l'alimentation, il s'alimente mal, il est un peu déprimé aussi forcément, parce que la prison ça n'enchante personne, j'imagine bien. Et il dit cette chose en fait, donc dans les chapitres précédents, il dit qu'il veut vraiment ne pas avoir de traitement de faveur, être dans les mêmes conditions que tout le monde, mais en fait c'est tout bonnement impossible parce que il a eu son statut de président. Et d'ailleurs, là, il le dit, à travers ces mots, « J'ai été touché tout particulièrement par la gentillesse, la délicatesse et le respect du personnel pénitentiaire à mon endroit tout au long de mon incarcération. Chacun s'adressait à moi en utilisant le titre de président. Il frappait toujours à la porte avant de pénétrer dans ma cellule. Il cherchait le contact, l'échange, la conversation. Beaucoup étaient jeunes, voire très jeunes. » Donc, oui, ça m'étonnerait que beaucoup toquent à la porte de la cellule d'un détenu avant d'entrer, par exemple. Donc, c'est beaucoup de petites choses qui font que, même si c'était peut-être vraiment sa volonté, je ne sais pas, d'être traité comme un autre, il ne l'est pas. Et c'est impossible qu'il le soit, et qu'il l'ait été en tout cas. C'est des petits détails là qui le montrent. Alors là, il mentionne donc l'info dont je n'étais pas sûre dans l'épisode de lecture précédent, c'est qu'effectivement, il a apporté un autre livre avec la biographie de Jésus, avec lui à la prison, c'est le comte de Monte Cristo. Et donc il rit du fait aussi que quelqu'un lui envoie régulièrement des bouquets de fleurs signés Edmond Dantès. Edmond Dantès qui est le personnage principal du livre Le Comte de Monte Cristo. Et donc voilà, il nous dit à propos de ce livre, Le Comte de Monte Cristo que j'avais apporté en prison délivre un double message. La renaissance bien sûr, mais aussi la vengeance. Il n'oublie rien. Il retrouve chacun de ses dénonciateurs et leur accorde le châtiment qu'ils méritent. On parle beaucoup de la première, moins de la seconde. La renaissance, je l'aurai. Cela ne fait pas de doute dans mon esprit. Les faussaires, les comploteurs, les menteurs ne peuvent pas gagner sur le long terme. La vengeance, je l'ai dit, ne m'est pas naturelle. Je n'aime pas ce sentiment. Je n'ai pas envie de me rabaisser avec l'idée de faire du mal à ceux qui m'en ont tant fait, mais je sais qu'il va falloir reconsidérer une partie de mes convictions. Non pour moi, mais pour ceux innombrables qui encourent le risque de l'injustice. Donc voilà, c'est une façon aussi de dire gentiment, ah, j'aime pas la vengeance, mais je vais le faire, je pense. Alors là, il aborde un certain point. Il dit, c'est sans doute le moment de tordre le cou à un argument particulièrement fallacieux et pourtant scandé sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas critiquer une décision de justice. Cela ne doit pas et ne peut pas se faire. Je note que si tel était le cas, il n'y aurait ni doctrine ni jurisprudence puisque justement c'est leur rôle. Mais à partir du moment où la justice qui était une autorité est devenue un pouvoir, non seulement la critique est nécessaire, mais plus encore, elle est saine. Et je crois, c'est vraiment à vérifier cette info parce que je me souviens plus exactement de ce qu'il avait dit, mais je crois que c'est un extrait ça qui a été repris par des personnes qui avaient lu cet extrait de ce livre, voir le livre en entier, et ça avait été mis en parallèle avec lui, qui je pense disait à peu près l'opposé. Je ne sais plus si c'est ce point-là, cette séquence-là exactement. Si vous savez, si vous vous souvenez mieux que moi, peut-être dites-le en commentaire. Mais je crois qu'il y avait quelque chose comme ça qui s'opposait vraiment
à ce qu'il pouvait dire dans son livre et je me demande si c'était pas ce point-là finalement. Bon, je pense qu'on va se laisser ici pour ce deuxième épisode de lecture du journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup d'avoir suivi, il y a encore 5 épisodes à venir puisqu'on le fait en 7 épisodes. Alors à bientôt pour l'épisode 3.